conférence commence bien sûr par des remerciements. Alors je tiens à remercier Mme Vernet, qui m'a gentiment invité au mois de décembre pour animer cette conférence aujourd'hui. Nous avions choisi la date du 26 avril parce qu'à quelques jours près, ce sera un anniversaire, le 80e anniversaire du 8 mai 1945, donc la reddition des forces allemandes à Berlin. Je tiens également à remercier, bien sûr, la Direction générale de l'Hôpital de Valenciennes, parce que je suis naissance hospitalier, en la personne de M. Nicolas Sabli, qui est le directeur général, ainsi qu'en la personne de M. Charles Lepac, qui est le directeur de la communication, et de son équipe, à certains membres de l'équipe de communication qui sont ici présents. Je tiens également à remercier mon éditrice, Laurence Chouane, des éditions Théo, ainsi que sa directrice de collection, Virginie Caillou, sans lesquelles mon manuscrit n'aurait jamais été transformé en ouvrage et n'aurait jamais eu cette publicité. Je tiens bien sûr à remercier tous et toutes qui m'avaient fait la gentillesse, l'honneur de me déplacer pour venir m'écouter, en espérant que cette conférence vous sera digne d'intérêt. D'abord, ce que je vous propose, c'est en une vingtaine de minutes, aller sur le fond même du livre, voir quelle histoire il raconte, en une vingtaine de minutes sous la forme d'un diaporama, ce qui nous laissera un large temps pour débattre ensemble, me poser des questions sur mon métier, sur le livre, pourquoi cette idée d'un livre, quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer. À vous d'imaginer les questions et à moi de trouver les réponses. Alors, le titre du livre s'appelle « Le cadavre d'Hitler et les derniers secrets du corps rouge ». C'est la diapositive qui vous est projetée, c'est la couverture du livre. Et vous pouvez voir que le livre, c'est un timbre assez cadavérique, c'est un Hitler cadavérique. C'est un vrai faux timbre qui a été créé par les services secrets américains, par l'OSS, français de la CIA, dans une opération secrète de propagande anti-nazie. C'est-à-dire que l'armée américaine s'est arrangée pour bombarder un convoi ferroviaire au mois de février 1945, un convoi postal, de manière à pouvoir mêler de vrais colis postaux allemands à de vrais faux colis postaux fabriqués par les Américains contenant des enveloppes portant le nom d'allemand, des adresses réelles postales, avec dedans un courrier disant vous êtes fichu, Hitler vous emmène dans le mur. Alors il faut savoir que ce courrier a été réellement distribué, la poste allemande y a eu du feu, ils ont ramassé des colis postaux après le bombardement du convoi, et il a été distribué. Et les philatélistes, le timbre a très peu de valeur, mais ce qui a une énorme valeur maintenant sur le plan philatélique, ce sont les courriers, parce que lorsque les Allemands ont trouvé ça dans leur boîte aux lettres, et beaucoup se sont bien sûr évertués à déchirer le courrier, de ne pas passer pour des défaitistes. L'opération s'appelait Cornflakes. C'est vraiment un américain pour trouver le nom de cornflakes, parce que comme aux États-Unis le courrier est distribué au petit déjeuner, c'est en mangeant leur cornflakes que l'américain ouvre son courrier. Voilà l'histoire de la couverture. Alors, événement du côté allemand, voilà donc le livre va nous plonger dans une période qui va commencer aux alentours du 30 avril 1945. Que se passe-t-il le 30 avril 1945 Eh bien, c'est la date officielle de la mort d'Hitler et d'Eva Braun, vers 15h30. Eva Braun étant l'épouse d'Hitler depuis la veille, puisqu'ils se sont mariés le 29 avril au soir. La fin de ce couple se passe dans un abri bétonné qui se situe à plusieurs mètres sous terre, au centre de la chancellerie du Reich à Berlin. L'armée rouge est en train de se resserrer son emprise en tenaille sur le centre-ville. Et donc, le couple s'est réfugié dans leur salon, dans le bunker. Les proches attendent, et puis vers 15h30, on entend une détonation. Et puis là, l'aide de camp, Autogunsch et le valet de chambre, Heinz Lynch, pénètrent dans la chambre, et puis sortent de corps. Un corps qui est complètement enveloppé d'une couverture, avec la tête présumée ensanglantée, dont on ne voit dépasser que les pieds, les chaussures et le bas du pantalon, un corps masculin. Et une femme qui est Eva Braun et qui est dans la branche sans vie. Les deux corps sont sortis du bunker par un escalier intérieur qui débouche dans le jardin de la chancellerie. Et là, les proches d'Hitler décident de mettre en action les dernières volontés d'Hitler, qui étaient que son corps et celui de son épouse soient incinérés. À cette fin, 160 litres d'essence avaient été réunis, et
l'opération s'est avérée périlleuse, l'opération de crémation, parce qu'au moment où ils allaient embraser les corps, il y a eu un pilonnage d'artillerie. Or, c'est un petit détail, mais il a une importance au niveau médico-légal, on verra pourquoi après. Et puis, ils se réfugient sous la sortie de secours qui est bétonnée, et puis, profitant d'une accalmie, ils commencent à déverser l'essence, ils allument, ils embrassent les corps. Et puis, en fin d'après-midi, les corps sont transportés en plus grand secret dans un autre endroit, dans le jardin, pour être enterrés. Alors, ça, c'est une photographie du jardin de la Chancellerie. Vous avez en arrière-plan un grand bâtiment haut. On voit qu'il est quand même dans les étages ont été abîmés par des bombardements. Et puis, tout en bas, il y a une tour un peu comique, avec un toit comique. C'est une tour d'observation. Et juste, on va dire, à sa droite, vous avez un petit bâtiment rectangulaire en béton. C'est la fameuse sortie de secours de bunker. C'est par cet abri bétonné que les corps ont été sortis dans le jardin. Alors, événement du côté soviétique, il faut savoir que dans la nuit du 1er mai, l'Irak quitte le navire, donc la chancellerie est abandonnée par la plupart de ses occupants, qui fuient par les tunnels du métro berlinois. Et la chancellerie est prise aux alentours du 2 mai et du 3 1945, sans grand combat. Et à ce moment-là, il y a un ordre qui vient de Staline. Il faut coûte que coûte trouver Hitler, vivant ou mort, mais les informations sont plutôt en faveur d'un Hitler mort. Alors, lorsque l'armée rouge pénètre dans le bunker, ils vont d'abord tomber dans le bunker sur les cadavres de 6 enfants, qui sont ceux de la famille Goebbels. Donc là, vous avez une photo de famille. Vous avez les 6 enfants, plus leurs parents, Joseph Goebbels, qui est le ministre de la propagande nazie, et Magda Goebbels, qui est son épouse. Les 6 enfants, là, au moment de leur mort, parce qu'ils sont retrouvés morts, assassinés, sur ordre de leur mère, ils ont entre 4 et 12 ans. Et lorsque les soldats de l'armée rouge sortent dans le jardin, ils trouvent près de la sortie du bunker et les cadavres légèrement carbonisés du couple parental, Joseph et Magda Goebbels. Petit détail anecdotique, chacun de ces 6 enfants a un prénom qui commence par un H, Helga, Heide, Helmut. Bon. Pourquoi? Parce que Magda Goebbels, avait une fascination pour Hitler, et en hommage à Hitler, elle avait donné à chacun de ses enfants un prénom commençant par un H comme Hitler. Ce 3 mai 1945, on trouve donc non seulement les corps de la famille Goebbels, on trouve également le corps d'un général qui s'appelle le général Hans Kretz, mais on cherche Hitler. Voilà. Et dans le jardin de la Chancellerie, dans un bassin qui servait de bassin aux poissons, et qui, pendant les heures les plus sombres de la bataille de Berlin, est devenu une réserve à cadavres, on trouve un cadavre qui a vraiment la moustache, la frange en biais, un orifice de balle entre les deux yeux. Et là, on se dit, ça y est, on a trouvé le corps d'Hitler. Donc il a emmené en grande pompe du jardin dans la bâtiment de la Chancellerie. Et voilà, pendant 2 jours, on va parader, se faire photographier en disant, voilà, Hitler mort. Simplement, à un moment, on décide qu'en regardant de plus près, on voit qu'il y a des choses à être prisées. Donc on dit, c'est pas possible qu'un dignitaire nazi ait des choses à être prisées. Donc, arbitrairement, on écarte ce corps de la procédure de l'enquête et on retourne dans le jardin. Et là, on fouille. Et le 5 mai 1945, on exhume un couple de cadavres, numérotés 12 et 13, présumés être Hitler et Eva Braun, couple de cadavres qui est calciné, en partie carbonisé et en partie calciné. Les corps sont transférés, ils sont retirés par des soldats de l'armée rouge, la 3e armée de choc, le premier front de Russie, et sans l'intervention des médecins légistes, et ils sont transférés vers une clinique pour autopsie. Le 8 mai 1945, c'est une date qui est quand même symbolique. C'est la date à la fois à Berlin de la signature de la reddition des forces allemandes, côté occidental, puisque la guerre se poursuit côté oriental avec le Japon, mais également, curieusement, le 8 mai 1945, c'est aussi à Berlin, d'autres événements, ça est le corps numéro 12 et numéro 13, présumés être ceux d'Hitler et de la Braun. Lors de cette autopsie, les corps qu'on leur présente, de l'homme et de la femme, sont tellement abîmés, tellement endommagés par le feu, que l'on se dit que pour confirmer l'identité, il faut absolument
trouver un dentiste, parce qu'il y a des particularités dentaires sur ces deux cadavres, soi-disant, et donc on part à la recherche des dentistes. Et donc on va arrêter le 9 mai 1945, à travers une ville de Berlin-en-Ville, dans la ville du Kurfürstendamm, qui correspond aux Champs-Élysées de Berlin. Un cabinet dentaire qui est intact. Dans ce cabinet, on trouve une assistante dentaire qui est Kate Osterman. C'est la jolie blonde que vous voyez, jeune femme blonde aux yeux bleus. Ce que ne dit pas l'histoire officielle et les procès-verbaux officiels d'arrestation, c'est que cette jeune assistante dentaire, quand elle voit les soldats de l'armée rouge venir la capturer, elle est transipeur. Pourquoi? Parce que dans la nuit du 1er mai, lorsqu'elle a quitté la chancellerie de Reich, comme la plupart des habitants, elle travaille encore comme faisant office d'infirmière dans l'hôpital de fortune de la chancellerie. Elle a été violée par un soldat de l'armée rouge. Je rappelle que dans mon livre, entre 90 000 et 130 000 femmes ont été violées par les soldats russes pendant la bataille de Berlin. On estime que sur ces 100 000, il y en a, je crois même que c'est 10 000 qui sont mortes, la plupart par suicide. Et puis celles qui sont tombées enceintes, les 3 quarts, ont soit avorté, soit emmené leurs enfants. Et vous trouvez la référence dans mon livre, c'est des références officielles. Alors, du côté soviétique, c'est bien qu'il y a des corps qui ont été trouvés, il y a des autopsies qui ont été ordonnées, mais voilà, tout laisse à penser qu'il y a un revirement fin mai co-rejoint par Staline, qui ordonne à ses généraux, pour toute question relative à la possible découverte d'un corps d'Hitler, de répondre rien de définitif sur le sort d'Hitler ne peut être dit. 9 juin 1945, le maréchal Zhukov, c'est le grand maréchal qui est le vainqueur de la bataille de Berlin. Le 16 juillet 1945, à Potsdam, devant les autres chefs d'État que sont Truman pour les États-Unis et Winston Churchill, Staline laisse dire que bien, on n'a pas trouvé les corps d'Hitler ni de Goebbels, lui-même pense qu'ils sont enfuis. Et il va même dire qu'il a demandé à ses services secrets de tester l'hypothèse sur laquelle Hitler et sa clique se seraient enfuis au Japon en sous-marin. Une carte une carte qui est importante, c'est une carte de Berlin au mois de juillet 1945. Alors pourquoi j'ai mis cette carte? Parce que Berlin a pendant 2 mois, mai et juin, été le terrain de chasse, le terrain d'investigation de l'armée rouge. Et puis surtout, il y a eu ensuite un découpage en secteurs. Il y a un secteur soviétique qui est le plus important sur le schéma. Il y a un secteur d'occupation français, un secteur britannique, un secteur américain. Et on peut voir bien évidemment que sur cette carte, le petit carré représente le centre stratégique de Berlin, qui est la chancellerie et le bunker. Et c'est ça en plein territoire soviétique. C'est-à-dire que pendant 2 mois, aucun des autres groupes des Alliés, que ce soit anglais, français ou américains, n'ont pu arriver ou accéder à ce centre névralgique. Il faut attendre finalement juillet 1945 pour que les premiers journalistes occidentaux soient admis à visiter le bunker. Donc je relate l'événement dans mon livre, notamment c'est une photographie qui est ici. Vous voyez 3 soldats américains qui sont finalement dans le salon d'Hitler, dans le bunker. Ils ont une bougie, parce qu'il y a bien sûr il n'y a plus de groupe électrogène qui fonctionne. Ils s'éclairent avec une bougie. Probablement que l'un de ces journalistes, c'est Jack Fleischer, d'une unité de presse, et la photographie est probablement prise par un certain Vandiver, qui est le journaliste de Life Magazine, et qui a donc pris les photographies, notamment du divan. Là, nos comparses, journalistes, s'intéressent notamment au bras droit du divan, et au sol, où semble qu'il y aurait des taches de sang. Divan qui était occupé par Hitler, qui est présumé s'être tiré une balle dans la tête. Donc, 5 juillet 1945, mais à la fin du mois de mai, les Américains mettent la main sur le dentiste d'Hitler. Parce que les Soviétiques, ils ont l'assistante dentaire d'Hitler, qui a été arrêtée, cette jolie blonde aux yeux bleus, mais son patron, lui, il avait quitté Berlin dans la nuit du 20 au 21 avril par avion.
il avait regagné Salzbourg, à destination d'Inec. Il avait reçu comme ordre d'Hitler de mettre tous les dossiers dentaires, les radiographies dans un avion spécial qui n'est jamais arrivé à destination. Par contre, lui, le professeur en question, dentiste d'Hitler, il a réussi donc à s'échapper par avion et il a été arrêté le 28 mai 1945 par les Américains qui vont s'intéresser beaucoup à lui, et notamment pour obtenir des informations concernant la dentition d'Hitler. Toujours côté américain, alors il faut savoir que un grand nombre de médecins allemands et nazis ont préféré émigrer vers le côté de l'occupation américaine parce que les soviétiques avaient une mauvaise presse. Il y avait des rumeurs qui disaient que les prisonniers pouvaient être maltraités, torturés. Donc les Américains ont mis la main sur pas mal de dignitaires nazis ou de médecins nazis. Et donc ces médecins ont été interrogés. Donc bien sûr, j'ai eu accès à ces comptes rendus d'interrogatoire, surtout ceux qui s'intéressaient à la santé d'Hitler. Et également, ils ont profité pour interroger en détail le dentiste Hitler, le docteur Plaschke, ça s'appelle Plaschke, sur les soins qu'il a pu donner à son patient. Et alors, voilà, on est dans le 1945, les soviétiques n'arrivent pas à me faire dire que on ne sait rien sur Hitler, on ne sait pas où il est. Ils vont même laisser circuler des rumeurs selon lesquelles ce sont les Anglo-Américains qui cacheraient Hitler. Et si bien que du côté britannique, on en a un peu marre de tout ça, et donc on demande à un certain Phil Trevor Hopper, qui est un agent britannique du MI6, le service d'espionnage britannique, le fameux service de James Bond, on lui demande à ce Phil Trevor Hopper d'aller voir tous les prisonniers qui ont été capturés côté américain, et puis à partir de leur témoignage, d'essayer de reconstituer les derniers instants d'Hitler pour savoir si ou non Hitler est bien mort dans son bunker et de quelle façon. Et donc, en novembre 1945, cet Anglais fait un communiqué officiel disant voilà, à partir des témoignages des témoins des derniers instants d'Hitler, celui-ci s'est suicidé le 15 avril 1945 à 15h30 en présence d'Eva Braun, son épouse, et s'est suicidé par arme à feu. Donc, voilà, il n'y a toujours pas de corps. Alors, tellement toujours pas de corps que ça va nous poser un petit problème à un moment ou à un autre. Alors, moi au départ, je pensais que, bon, c'est simple, vous avez des enquêteurs politiques, un terrain de fouille, ce qu'on appelle une scène de crime, des médecins légistes, et puis on fait une enquête, il y a des conclusions, et puis on en reste là. Pas du tout. On est dans un système soviétique qui est très schizophrénique. Alors, pourquoi? Parce que l'autopsie du corpus, c'est devenu un secret d'État. Sous Staline, pas question de parler de cadavre d'Hitler. Et surtout, la mort d'Hitler, c'est devenu un objet de rivalité entre deux services secrets soviétiques. Le premier qui a fait toutes les investigations en 1945, qui est allé sur le jardin et qui a rapatrié les corps vers la commission médico-légale, c'est le SMERSH, c'est le contre-espionnage militaire soviétique. Donc, c'est un service d'espionnage militaire. Mai 1945. Et puis, un an plus tard, la police d'État, le NKVD, le commissariat du peuple aux affaires intérieures, eh bien, c'est un service civil, il décide de faire une contre-enquête. Et il demande à un médecin légiste qui s'appelle Semenovsky, par exemple, d'essayer de faire une contre-enquête, de démonter la première enquête qui a été faite par le service militaire. Et il reçoit comme mission de faire une contre-autopsie du cadavre de l'homme et de la femme découvert dans les premiers jours de mai dans le jardin de la Chancellerie. Autant vous dire qu'il n'a jamais pu faire contre-autopsie parce que le service militaire s'est arrangé pour faire déménager le cadavre, le déplacer. C'est bien que cette contre-autopsie n'a jamais eu lieu. Mais en 1946, à défaut de corps, il fallait quand même que notre médecin légiste inféodé à la police d'État, il fasse quelque chose. Alors, il a fait quelque chose, il a officiellement découvert un an après, en mai 1946, dans le jardin, une calotte crânienne, et il l'a attribuée à Adolf Hitler. Ensuite, il est descendu dans le bunker et il a examiné le divan et a conclu que le sang qui se trouvait sur le divan était du groupe A. Hitler était du groupe A. Alors, je vais peut-être revenir sur cette diapo. Pourquoi? Parce que
Nous sommes en mai 46 et puis, toujours officiellement pas de corps, toujours officiellement pas de certificat de décès. Et ça va poser un problème en 1955, pour un truc tout bête, la vente d'un tableau qui appartenait à Hitler. C'était un tableau qui a été peint par Vermeer, que Hitler avait acheté à un compte, et l'État autrichien a voulu s'accaparer le titre légal de propriété. Et pour s'acquérir le titre de propriété, il fallait prouver qu'Hitler était bien mort. Donc c'est passé par un tribunal, le tribunal de Berchtesgaden, qui a, en 1955, en octobre 1955, qui a profité finalement de la libération des prisonniers allemands côté soviétique, suite à des marches du chancelier Adenauer pour la République fédérale d'Allemagne. Donc c'est au retour de la captivité. Certains Allemands sont venus témoigner au tribunal de Berchtesgaden en expliquant que, bah oui, ils étaient là dans la chancellerie, dans le bunker, et c'est sûr, Hitler est bien mort le 30 avril 1945 et 15h30, si bien qu'il y a un acte officiel qui a été établi en 1955, mais toujours sans corps. Voilà. Il faut attendre 1968 pour qu'enfin on reconnaisse du côté soviétique que l'armée rouge a bien été en possession d'un corps présumé appartenir à Hitler et l'autopsie. On doit cette révélation à un historien, journaliste et ancien interprète de l'armée rouge, Lev Bezimansky, qui a accédé aux archives secrètes et qui a exhumé des archives secrètes 2 procès-verbaux d'autopsie, acte 12 et acte 13, procès-verbaux 12 et 13, relatifs à Hitler et Himmler. Le monde occidental donc découvre le corps 12 attribué à Hitler. C'est un livre qui est un best-seller, il a été publié dans de nombreuses langues, et moi j'ai eu accès aux éditions bien sûr anglo-saxonnes et allemandes, mais je suis remonté jusqu'à l'édition soviétique pour vérifier certaines choses dans le rapport d'autopsie. Il faut savoir qu'il a été publié plus tardivement en Union soviétique, en 1972. C'est donc l'Occident qui a eu la primeur de l'information sur le cadavre d'Hitler. Mais on est toujours schizophrénique en Union soviétique. En 68, on dit oui, on avait bien le corps, on l'a autopsié. Et en 70, en plus grand secret, on incinère le cadavre, officiellement pour éviter tout pèlerinage ultérieur. Simplement, on détruit le cadavre, mais pas d'autres éléments qui sont des éléments dentaires et le fameux crâne dont on vous parlera plus tard. 2000, c'est 55e anniversaire de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie. Et ça, c'est en grande pompe. Le 9 mai 45, pourquoi 9 mai? Parce que le décalage horaire, on bascule au 9 mai du soviétique. En fait, la reddition des forces allemandes, il y a une exposition à Moscou où on expose le présumé crâne d'Hitler, le supposé crâne d'Hitler trouvé en 1946. On expose aussi simplement les feuilles de mâchoire, et en 2018, il y a notre ami Philippe Charlier, qui est médecin légiste, anthropologue, et qui va donc s'intéresser à la denture d'Hitler, aux mâchoires d'Hitler et au crâne, avec une ouverture des archives, sous l'instigation de 2 journalistes, l'un français, Jean-Christophe Puisard, et un autre, Anna Perchina, qui, à force de traction, ont réussi donc à accéder aux mâchoires et au crâne. Alors maintenant, c'est là, voilà. Maintenant, on arrive à notre livre. En quoi consiste le livre? Quel est le but du livre? C'est la première contre-enquête critique menée par un médecin légiste. En 2018, le livre de Jean-Christophe Brunard et Anna Perchina, qui s'appelle La mort d'Hitler, est très intéressant, mais ce sont des journalistes d'investigation. Moi, je voulais la vision d'un médecin légiste. Et cette vision, j'ai voulu l'étendre sur une période qui va de mai 1945 à mai 1946, depuis l'enquête du contre-espionnage militaire soviétique jusqu'à la contre-enquête du NKVD, de la police d'État soviétique. Et là, l'idée, c'était de comparer non seulement les données d'enquête soviétique, mais aller voir ce que les anglo-américains avaient trouvé à partir des interrogatoires des médecins et des dentistes Hitler. Et après, l'idée, c'était de confronter tout ça aux expertises effectuées sur les 13 corps autopsiés en 1945. Alors, photo, parce que c'est toujours intéressant, il y a une photo. Normalement, la photo, c'est le bâtiment dans lequel sont présumés avoir lieu les 13 autopsies. Donc, il y a eu 13 corps autopsiés, donc numérotés de 1 à 13. Les 6 enfants Goebbels, ça fait 6. Les parents
Magda et Joseph, ça fait 8. Le général Hansgrave, chef d'état-major général de Wehrmacht, ça fait 9. Corps militaire de la Brown, ça fait 11. Et puis 2 dépouilles canines, 2 chiens, la chienne militaire Blondie et un chiot de sa portée, qui ont été exhumés le 5 mai 1945 dans la même fosse que les corps de l'homme et de la femme carbonidés, tous les 13. Là, la salle d'autopsie, vous la voyez, je peux vous dire que c'est un peu dans ce genre de salle d'autopsie où j'ai appris la médecine légale. Pourquoi? Alors, je dois m'expliquer. Là, c'est en 1945, mais moi, j'ai appris la médecine légale dans la vieille Institut médico-légal de Lille, qui se trouvait place Tauverlet, qui est un institut qui a été inauguré en 1934, donc on avait une architecture, un mobilier qui était celui comparable à celui de la Seconde Guerre mondiale, sachant que le bâtiment de l'Institut médico-légal a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a eu une aile qui abritait l'école dentaire, qui a été très abîmée, et si bien que l'école dentaire a dû à l'époque ensuite déménager sur la site hospitalière. Un petit point d'histoire. On voit, vous voyez, une salle assez antique, carrelage au sol, carrelage sur les murs, les tabliers des médecins légistes sont affichés, accrochés sur les patères, et bon, la table, elle est quoi, à surélévation avec une pédale, vous voyez, c'est assez authentique, on va dire. Alors, qu'apporte notre contre-enquête? D'abord, c'est de mettre en lumière des failles dans la procédure initiale. D'abord, il n'y a pas eu de déplacement des médecins légistes sur les lieux. Le triage des corps était non plus rigoureux. Le corps génétroprisé était arbitrairement retiré de l'enquête. Il n'a jamais été autopsié. Et puis, j'ai découvert que les autopsies ont été parfois incomplètes. Normalement, quand on fait une autopsie médico-légale, on autopsie la tête, le thorax, l'abdomen. Et là, il y a dans ces 13 autopsies, il y en a qui ont échappé à un dent crânien, notamment l'ouverture du crâne, qui sont les époux Goebbels. Et puis surtout, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a aucune radiographie post-mortem. Normalement, quand on est confronté à des corps abîmés par le feu, que sont ceux des époux Goebbels, ou très abîmés par le feu, que sont ceux de Isabelle de la Brown, on fait des radiographies. Et là, rien de tel. Alors, voici l'acte 12. C'est le procès-verbal d'autopsie du corps présumé d'Hitler. Tout en haut sur une page, on voit c'est acte 12. Et puis, vous voyez, sur la page, alors c'est la page de gauche, en haut, et la page de droite, vous voyez 5 signatures. C'est une commission médico-légale composée de 5 médecins légistes, et ils ont tous signé le rapport d'autopsie, les conclusions du rapport d'autopsie numéro 12 de leurs mains. Le médecin légiste en chef, il s'appelle Charansky, mais son prénom c'est Faust, c'est le docteur Faust. Le docteur Faust qui va donc s'intéresser à l'incarnation du mal absolu qui est Hitler, en tout cas la dépouille du Führer. C'est assez curieux et c'est assez anecdotique que le docteur Faust s'intéresse finalement à une entité diabolique. Que nous apprend l'acte 12 sur le corps présumé d'Hitler? Alors d'abord, c'est un corps qui est très animé par le feu. Vous voyez qu'ils ont mis du cœur à l'ouvrage, hein, ils ont répondu 120 litres d'essence régulièrement. Il n'y a plus de voûte crânienne. La voûte crânienne, il n'y a pas de voûte crânienne. Vraisemblablement consumée par le feu. Je passe au silence celle qu'on a trouvée dans le jardin. La denture, un bridge maxillaire supérieur en or de 9 dents et une mâchoire inférieure disposant de 15 dents. Particularité, si on va vite, il lui manque un testicule. Hitler, après le rapport d'autopsie, était censé n'avoir qu'un testicule, le droit. Il n'avait pas de testicule gauche, il lui manquait, comme on dit vulgairement, une couille. Et surtout, là, le décompte des dents est assez étonnant parce qu'à la mâchoire inférieure, on arrive à d'en haut de la dent de sagesse, à une 4e molaire, donc il a une molaire surnuméraire, donc ce qui perd d'un côté le testicule, il gagne par une dent supplémentaire, c'est une façon humoristique de présenter le résultat. Et surtout, on trouve des fragments d'ampoules de verre dans sa bouche, entre les mâchoires. Alors, les bridges et la mâchoire sont prélevés. On sait qu'ils ont été ensuite transportés à Moscou. Et là, les médecins légistes concluent à partir de l'interrogatoire de la jolie blonde de Kaisermail, ils concluent une identification quasi certaine, il reste quasi certaine, mais pas certaine, quasi certaine. Et puis surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'ils vont conclure, je dis pourquoi c'est étonnant, ils vont conclure un décès par cyanure. Alors pourquoi c'est étonnant? Parce que
parce qu'ils n'apportent pas la preuve de l'intoxication. L'ensemble des corps, normalement, ils ont fait des prélèvements de sang, de tissu, hépatique ou autre. Ils l'ont envoyé à un laboratoire de toxicologie, on le sait, et ce laboratoire de toxicologie, il a mis en évidence du cyanure dans les viscères de certains des corps, mais pas dans celui qui a des nombreux. Les médecins disent concluent un décès par cyanure en disant le corps Hitler est mort de cyanure parce qu'on a retrouvé les débris d'une ampoule de verre dans sa bouche et parce qu'on a mis en évidence le cyanure dans le viscère des 11 autres corps de 1 à 11. C'est subtil le raisonnement, mais pas dans 12. Alors ça, c'est une photographie qui est parlante, c'est le fameux bridge maxillaire supérieur du cadavre. Non, c'est un bridge 9 dents. 9 dents au moment de la mort, mais Hitler avait un bridge au départ qui avait 11 dents. Ce bridge a été constitué à partir de l'année 1934 par le professeur Blatch, quand il est entré au service d'Hitler. Hitler s'est plaint à ce nouveau dentiste en disant voilà, j'ai des soins à la mâchoire inférieure, mais ce qui me pose problème, c'est la mâchoire supérieure, parce que j'ai le bridge, j'ai une arche entre les deux bridges, et puis j'ai mes aliments qui s'accrochent, et je veux qu'on fasse quelque chose de plus définitif. Alors, le professeur Black avait proposé un dentier, mais Hitler avait dit pas question, moi je veux pas de dentier, je veux être libre de pouvoir faire des discours, ça va me gêner, donc faites-moi quelque chose de plus complexe. Donc, ce dentiste s'est lancé dans la confection d'un bridge constitué de 11 dents, qui allait en octobre 1944 être réduit à 9 dents suite à une infection sur les dents les plus latérales du bridge. Et donc là, on est ce fameux bridge à 9 dents. Alors vous voyez, il y a des facettes extérieures, il n'y a qu'une des dents qui a de l'émail naturel, c'est celle où on voit qu'il y a un sorte de gros cadre en or, on appelle ça une couronne fenêtrée. Et ça, cette dent a un émail naturel, mais toutes les autres, c'est factice, ce sont des facettes en porcelaine, des facettes en céramique, qui donnent un aspect extérieur de dents naturelles, avec également en arrière un contrefort en or. Donc c'est comme quelque chose qui a nécessité des soins minutieux, rigoureux, des prises d'empreintes, et donc ça s'est fait sur un temps assez long. Alors la légende étant russe, je vais passer sur les légendes, parce qu'elle est étonnante, la légende. On en parlera peut-être au cours de la discussion. Il y a une légende, et vous verrez ce que ça signifie. Alors, que faut-il penser des conclusions, en tant que moi, médecin légiste, de l'acte 12, du cadavre présumé d'Hitler? D'abord, l'identification posthume d'Hitler ne peut aucunement prétendre être formelle. Formelle, certaine à 100%. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas de radiographie du crâne. Même si le crâne et la voûte étaient consumés, on avait encore les mâchoires en place, la mandibule, et ça aurait été intéressant d'avoir cette radiographie, parce que les Américains, d'un côté, ils ont eu les radiographies du vivant d'Hitler, et on aurait pu les comparer. Et puis surtout, bon, on est en 1945, ok, il n'y a pas d'empreinte génétique, mais l'ancêtre d'empreinte génétique, c'est le groupage sanguin. À l'époque, on savait faire un groupage sanguin. Le fameux médecin légiste qui fait la contre-enquête en mai 1946, un an plus tard, il trouve le crâne perforé. Lui, il va descendre dans le bunker, il va gratter le divan et il va faire un groupage sanguin et va dire c'est du groupe A. Hitler était du groupe A. On aurait très bien pu faire un prélèvement de sang et faire un groupage sanguin. Dans la bande autopsie, dans la cavité cardiaque du corps d'outre, il y a du sang. Pas de groupage sanguin. Hitler était censé posséder 2 testicules et non un seul. Je me suis lancé dans une grande enquête dans ma vie, à la recherche du coup d'Hitler. Alors j'ai fait une hypothèse. Première hypothèse, Hitler né avec un testicule. Mais bon, je remonte jusqu'au témoignage du médecin de famille d'Hitler qui dit non, il était normal de ce côté-là. Moi, quand je l'ai quitté dans l'enfance, il avait ses 2 testicules. Deuxième hypothèse, s'il a ses 2 testicules étant enfant, il a peut-être perdu son testicule gauche à l'âge adulte. Alors, les 2 possibilités de perdre un testicule gauche, soit par une blessure traumatique, et que là, il a été blessé durant la Première Guerre mondiale par un éclat d'obus, je crois que c'est en 1916, et à la cuisse gauche. Mais en remontant dans les rapports, je m'aperçois que la cicatrice de cet éclat d'obus se situe sur la partie la plus latérale de la cuisse, à distance du creux de l'aine, et donc un endroit qui ne menace pas le testicule gauche.
Si ce n'est pas une blessure traumatique, ça peut être aussi une castration chirurgicale d'une tumeur cancéreuse, un testicule cancéreux. Or, dans l'histoire médicale, rien ne va en faveur de cette hypothèse, et puis en plus, les médecins légistes ont disséqué les organes, poumons, foie, et il n'y avait aucun élément pathologique en faveur du métastress. Si vous voulez bien, on verra comment peut-être que l'idée du testicule unique est arrivée au médecin légiste, c'est assez étonnant, on verra si je vous le dis tout à l'heure. Bon, en tout cas, bon, moi je suis resté sur un raisonnement médical. Hitler, jusqu'à petit contraire, avait 2 testicules. Voilà. Et là, ça me pose un problème. Je me dis, là, il y a peut-être une idéologie politique qui commence à infiltrer le rapport. Ensuite, les points d'ancrage du bridge maxillaire supérieur, ça me pose problème. Pourquoi? Parce que le cadavre, le bridge qu'on a vu en photo, qui dit bridge, dit pilier. Il y a des dents qui sont suspendues, puis il y a des dents qui servent de pilier. Eh bien, le dentiste Hitler a interrogé sur un américain, il dit, moi j'ai fait le bridge, il a dessiné le bridge, il a fait des détails très précis, il a fait chaque dent, et il a dit, le bridge, il était ancré sur 6 dents piliers, sur 6 dents avec racines, pour le gars, il en a 4. Ça, c'est le gros problème, je n'ai pas pu expliquer cette différence, parce que la science dentaire, confrontée au mâchoire du cadavre, il m'a appelé Simon Hitler, je reconnais son bridge, il a 4 dents piliers. Et puis surtout, le problème, c'est que les fiches des chirurgiens, ils ont disparu en nature en 21h45. Alors, pour moi, le décès par cyanure n'est pas prouvé. Je vous ai dit pourquoi. Parce qu'on fait la démonstration à partir des 11 autres corps. Et puis surtout, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a plus de voûte, il y a une base du crâne. Il y a quelque chose qu'il faut systématiquement éliminer, c'est un tir intrabuccal ou sous-mentonnier. Et dans ces cas-là, la balle, elle passe de la bouche à l'intérieur du crâne par la base du crâne. Or, la base du crâne, on sait, n'a pas été décrite par les médecins légistes dans leur rapport d'autopsie. Maintenant, on va passer au corps d'Eva Braun. Acte 13. Alors, pareil, cadavre carbonisé, c'est logique, ils ont été arrosés d'essence dans les mêmes conditions. Plus de crânienne. Denture quasi absente. Là, les flammes sont bien aidées. Les mâchoires sont calcinées. Et surtout, ça c'est assez étonnant, on trouve dans le rapport d'autopsie soviétique la notion d'une plaie thoracique gauche par des éclats métalliques. Et on retrouve dans la bouche des fragments d'ampoules de verre dans la bouche. Conclusion du médecin légiste. L'identification d'Eva Braun, pour eux, elle est présumée parce qu'ils retrouvent un petit bridge miraculeusement sous la langue, épargné par la calcination des mâchoires, et ils concluent un décès par cyanure. Un décès par cyanure parce qu'ils ont retrouvé des petits fragments de verre d'ampoule dans la bouche et parce qu'on a mis en évidence le cyanure dans les viscères des 11 autres corps de 1 à 11. Pareil, là, pas de démonstration de mise en évidence cyanure dans le corps 13. Alors, que faut-il penser des conclusions de l'acte 13 ? L'identification possible d'Eva Braun ne peut pas être établie, parce que le petit bridge, il a miraculeusement échappé à cassation des mâchoires. Ce petit bridge, d'après ce qu'on sait de l'interrogatoire du professeur Black, interrogé par les Américains, il n'a jamais inséré le bridge dans la bouche d'Eva Braun. Et puis surtout, alors là, c'est une découverte de mon enquête, parce que personne n'avait vu ce détail, mais le rapport d'autopsie d'Eva Braun, il ne décrit ni l'utérus ni ovaire. Contrairement aux autres corps féminins que ceux de Magda Goebbels et de sa fille Talia, où là on décrit l'utérus, on les mesure, etc. Donc, ça je vais revenir après, parce que, rappelez-vous, Hitler avec une coude, mais apparemment Eva Braun n'a pas d'utérus. Alors, donc, le décès partiel n'est pas prouvé, et surtout ce qui est fantastique, c'est qu'ils décrivent bien les éclats thoraciques, les éclats métalliques qui ont perforé la poitrine, qui ont entraîné une hémorragie interne, ce qui veut dire que lorsque l'éclat d'obus, pour nous, lorsque les corps sont déposés dans l'excavation, il y a un piénage antivirus, ce qui oblige les Allemands à se réfugier sous l'abri méthodique de la salle de secours pour ensuite revenir en profitant de la cavité pour verser l'essence et embraser le tout. Et il y a une hémorragie interne mesurée à 500 ml, ça veut dire qu'au moment où les éclats d'obus touchent Eva Braun en apparence sans vie, elle n'est pas morte, en connectivité circulatoire. Elle est simplement en apparence sans vie. Et la cause directe de la mort, c'est les éclats d'obus soviétiques.
Autant dire qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de la faire mourir comme une combattante sous l'effet d'un virus. Donc ils vont la faire mourir de cyanure sans apporter la preuve du cyanure. Là, vous suivez? Alors maintenant, on parle d'imbroglio. Alors, pourquoi c'est vraiment... alors, pourquoi un tel imbroglio sur une raison quasi certaine, une raison qui n'est pas formelle? Le SMERSH, c'est le contre-espionnage militaire. C'est lui qui est chargé en mai 1945 par Staline de retrouver Hitler mort au vif, mais plutôt mort, et de préciser la cause du CIC et de confirmer qu'on l'a bien retrouvé. Il n'a pas droit à l'échec. La question que je m'étais posée que finalement, il fallait coûte que coûte identifier. Sinon, ça veut dire qu'on était incompétent. Et la compétence du côté soviétique, ça se fait très cher. Bon. Donc, il faut passer sous silence les incohérences. Et surtout, là, j'ai compris que mes médecins légistes, ils n'avaient pas une liberté intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire systématiquement mourir tout le monde de mort par cyanure. Même si on n'a pas la toxicologie. Et c'est assez incroyable pour nous à comprendre, mais du côté soviétique, mourir par empoisonnement par cyanure, c'est une mort de lâche. Donc, et la démonstration, je le fais pour le général Hanscap, le chef d'état-major général, qui est un militaire qui s'est suicidé par balle. Il y a un premier rapport en 3,45 qui dit qu'il y a une entrée de projectile de balle sous la partie droite du menton et la sortie par la partie gauche de la tête. Et lors d'autopsie, les orifices, ils existent, mais il n'y a plus de trajet intracrânien, il n'y a plus de balle. On ne compte plus une mort par cyanure. Alors, ce qui est intéressant, c'est la diapositive. Il y avait deux façons de se suicider par cyanure en mai 1945 à Berlin. Soit on prenait une pastille de cyanure de sodium, qu'on mâchait et ensuite qui dans l'estomac se transformait en cyanure d'hydrogène au contact des sucs gastriques. Mais la forme la plus répandue, c'était celle de l'ampoule. L'ampoule, c'est une ampoule de verre qui contenait du cyanure d'hydrogène sous forme de solution. Alors c'était tellement fragile cette ampoule qu'elle devait être dans un étui protecteur en laiton, avec un petit bouchon qu'on vissait, et quand on avait l'intention de se suicider, on dévissait le bouchon, on sortait l'ampoule, on la prise entre les dents, et à ce moment-là, la solution liquide se vaporisait instantanément en gaz et pénétrait dans la voie respiratoire et entraînait normalement une mort rapide. Toujours pour un tel royaume, les rapports d'autopsie, alors, moi je suis certain, je presse cette affirmation, qu'on a une idée en tête du côté soviétique. Les rapports d'autopsie devaient servir à individualiser le groupe nazi par-delà la mort en associant. Parce que ce qui est incroyable, quand j'ai lu un rapport d'autopsie, j'en parle dans mon livre, ils mettent, par exemple pour le corps numéro 13, autopsie d'un corps féminin brûlé, qui est présumé être l'épouse d'Hitler. Or, lorsqu'ils font leur autopsie en 1945, ils ont une information top secrète. Parce que déjà, sachez bien que la population allemande ignorait dans son ensemble. Je dis la population allemande existante et la maîtresse du clan, on l'ignorait. Et on puisse savoir que le 29 avril, la veille du suicide, elle s'était officiellement mariée à Hitler, ça faisait partie vraiment d'une information top secrète que les maisons soviétiques ont eu dans cette autopsie. Et finalement, ils savent qu'ils ont un couple, au sens marital du terme. Donc ils vont associer un chancelier qui manque d'une couille, ou d'orchide, à une femme mariée qui n'a pas d'utérus. Bon. Donc, on associe un chancelier manquant de couille et une épouse asexuée. Et quand on manque de couilles, on se suicide comme un lâche, on croque dans une couille le cyanure. Et surtout, le contre-espionnage militaire soviétique, il a tout fait pour qu'il n'y ait jamais de contre-autopsie par le service concurrent que le NKVD, qui est la police d'État, et probablement conscient des faiblesses de l'enquête, parce que les rapports des médecins légistes ont conclu à une mort par cyanure, et le médecin du NKVD, il a trouvé un crâne, il a dit c'est celui d'Hitler, et regardez, il est mort par une balle. Donc d'un côté, en 1945, on dit mort par cyanure, et de l'autre côté, on est mort par balle, donc ça fait un petit peu, c'est un peu négligent tout ça. Alors pourquoi on a découvert en 1946 dans la chancellerie un crâne? Ça aide un peu parce qu'il faut dire qu'au même moment, du côté américain, on brandit les radiographies d'Hitler. C'est un certain Hermann Merle, qui est un technicien médical, qui a participé à l'interrogatoire des médecins d'Hitler et qui a vu les radiographies. Et il a brandi dans la presse internationale américaine, à Los Angeles, les radiographies du crâne d'Hitler, de son vivant. On a trouvé 5 radiographies du vivant d'Hitler, 3 du 19 septembre et 2 du 21 octobre 1944.
Pourquoi septembre 1944? Parce que le 20 juillet 1944, il y a eu un attentat, le fameux colonel Feichtenberg qui pose une valise dans un bunker, la valise explose, ça ne tue pas Hitler, mais ça lui fait éclater ses tympans et ça lui entraîne des douleurs sinusiennes. Donc, en juillet, en septembre-octobre, il se plaint de douleurs sinusiennes, il est examiné par un médecin ORL qui prescrit des radiographies des sinus. Et sur ces radiographies du crâne, on a les appareils dentaires en place. J'ai bientôt fini. Alors, je pense sincèrement qu'au départ, s'il y a une idéologie politique dans l'aéroport d'autisme, c'est qu'on pensait les rendre publics. Montrer au monde entier qu'Hitler remplit de couilles, qui s'est chidé comme un lâche. Puis finalement, c'est à la fin de 1945, quand tous les rapports ont été bouclés, que Staline prend la décision de ne pas les rendre publics et d'entretenir le mythe d'un Hitler en fuite. Ça sert ses intérêts, ça peut maintenir une pression militaire d'occupation sur les pays de l'Est. Et puis deuxièmement, et là c'est très retard, si on donne une consigne à des médecins légistes en leur disant voilà, il faut conclure dans ce sens-là, et bien ça décrédibilise la portée de leur rapport d'autopsie. Et il y a un précédent qui est quand même historique, qui est celui du massacre de Katyn. Il faut savoir que le médecin légiste du NKVD, le service secret, qui a fait la contre-autopsie en mai 1946, qui a trouvé le crâne, j'ai dit quoi, c'est pas l'inconnu. C'est lui qui a également été désigné un an plus tôt, en 1944, pour aller faire les autopsies d'un charnier en forêt de Katyn, où l'on a retrouvé dans une fosse commune des soldats polonais et des officiers polonais achevés d'une balle dans la nuque. Cette commission médico-légale, constituée de 5 médecins légistes russes, dont ce docteur Senowski, ils ont conclu que c'était typique d'un assassinat par l'armée allemande fasciste. Or, on sait maintenant qu'ils ont été exécutés par le NKVD, sous ordre de Staline. Donc c'était un vrai faux rapport médico-légal, où l'idéologie politique peut modifier les conclusions. Troisièmement, Staline était censé avoir un sosie. Et ça l'a hanté. Dans mon livre, je parle que le pilote d'Hitler, Hans Bohr, il a été sacrément, le pauvre, un peu martyrisé lors des interrogatoires, parce qu'on voulait savoir s'il n'avait pas au dernier moment pu emmener Hitler hors de Berlin, et si finalement, s'il n'avait pas connaissance qu'il y avait un sosie dans l'entourage d'Hitler. Alors pourquoi, après la mort de Staline, pourquoi en 1968 a-t-on levé le secret d'État sur ces rapports d'autopsie? Premièrement, pour démontrer finalement, pour démontrer quand même qu'on n'est pas si ridicule que ça, qu'on est quand même capable de retrouver le cadavre d'Hitler. Nous, omnipotence de la police secrète du pouvoir central soviétique, quand même, il faut démontrer quand même qu'on est des gens compétents. Deuxièmement, pour ridiculiser l'ennemi nazi vaincu en entretenant le mythe du testicule unique. Alors, il faut savoir que, ça va diapositive après, l'histoire c'est encore modeste sur cette histoire de testicule unique. Et puis, pour ensuite célébrer en grand pompe le 55e anniversaire de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie en exposant à Moscou en mai 2000 le soi-disant crâne d'Hitler. Dernière diapositive. Je voulais en finir là parce que quand le rapport d'autopsie était fait en 1968, on a découvert qu'il manquait un testicule gauche, donc Hitler était censé avoir qu'un testicule. Alors là, on est dans l'idéologie. Vous voyez, on a l'aigle nazi qui est effondré, on a les soldats d'armée rouge qui posent fièrement autour, et puis à côté, on a une photographie de 1940. C'est Hitler qui est devant le palais de Chaillot, sur l'esplanade du Trocadéro. Et alors, cette photo elle a fait l'objet de multiples interprétations à partir du rapport d'autopsie. On a dit, vous voyez, Hitler, il cache son bas-ventre avec ses mains et sa paire de gants parce qu'inconsciemment, il essaie de cacher quelque chose, un objet de honte, qui est le fait qu'il ait qu'un testicule. Alors, que dire de la tour Eiffel en arrière-plan, qui est quand même un symbole un peu phallique, parce que certains ont également dit, ah oui, Hitler, il était passionné par les bâtiments de grande taille, c'était pour compenser quelque chose un manque qu'il avait chez lui.
Oui, alors effectivement, on sait tous qu'il avait comme confident Albert Speer, qui était donc l'architecte, et qui était devenu dans les dernières années, derniers mois de la guerre, le ministre de l'Armement, et qui avait eu le projet de construire une capitale qui s'appelait Germania, avec des monuments aux dimensions gigantesques. Sachant que, je vous le dis, dans le livre d'Albert Speer, qui s'appelle Au cœur du Troisième Reich, on apprend la volonté d'Hitler, comment aurait voulu être enterré Hitler, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours particulier, un jour d'inhumation. Hitler, lui, qui représente le mal absolu, on soit bien d'accord, son rêve serait été d'être inhumé dans une crypte, dans une tour qui est un campanile, qui aurait été attenant à la maison du parti nazi, dans la ville de Linz. C'était ça son idée. Apparemment, ça ne s'est pas du tout fini comme ça pour lui. Merci pour votre attention. Donc là, on a une petite heure devant nous qui va pouvoir nous laisser largement le temps à la discussion.